Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire d'éducation et santé. Aujourd'hui, on parle de la décolonisation des savoirs et des pratiques, un impératif de justice sociale. Alors, pour votre information, on va commencer quand même tranquillement. Pour votre information, ce webinaire, c'est le premier d'une série de webinaires sur le sujet. La première session, en fait, une partie de la session à laquelle vous allez assister aujourd'hui, a déjà été présentée à la Conférence internationale de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, qui avait lieu à Montréal, mais en ligne au mois de mai. Et puis, c'est de là que j'ai remis l'idée, en fait, d'en faire une série et de commencer à explorer les différents aspects d'un thème qui est quand même très complexe quand on parle de la décolonisation des savoirs, mais qui est aussi très, très intéressant et qui est très populaire aussi aujourd'hui en promotion de la santé, mais aussi dans tous les domaines de recherche. Enfin, on entend parler de la décolonisation des savoirs, mais on ne sait pas toujours exactement de quoi il s'agit. On entend parler aussi de la coproduction des savoirs et des pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire dans les termes, en fait, comment on lie la décolonisation des savoirs et la coproduction des savoirs en promotion de la santé. C'est un petit peu ce qu'on va explorer aujourd'hui et dans les webinaires de la série qui vont suivre. Donc, vous êtes tous les très bienvenus. Vous êtes tous les très bienvenus aussi dans les échanges qu'on va avoir après chacune des présentations et à la fin. On est ici pour parler de décolonisation des savoirs, mais aussi pour construire ensemble et définir exactement de quoi il s'agit et comment on peut y arriver. Donc, il y a trois thèmes, en fait, où il y a trois objectifs qui sont importants à reconnaître et qui vont vraiment être cernés dans les présentations aujourd'hui et sûrement dans les discussions, dans les échanges qui vont suivre. Un des objectifs du webinaire et de la série, c'est de permettre une réflexion critique sur la hiérarchie des savoirs et des pratiques en promotion de la santé. Cette réflexion critique, elle a déjà été amorcée, comme vous savez probablement tous, mais elle est amorcée beaucoup en théorie. Comment maintenant on peut en parler dans la pratique ou dans le lien entre la recherche et la pratique, par exemple. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la hiérarchie des savoirs? On va le comprendre un peu plus durant les présentations, mais on parle quand même d'un discours qui reste encore dominé, qui est eurocentré, donc des pratiques souvent qui semblent très, très bien adaptées dans certains contextes et qui vont être transposées dans un autre contexte culturel qui est complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut repenser la co-construction des savoirs dans une dynamique qui n'est justement pas une hiérarchie. Okay? Quand on parle d'un espace global des savoirs, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle d'une hiérarchie ou est-ce qu'on parle vraiment d'une plateforme d'échange de savoir? Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour explorer ensemble des pistes propices à une coproduction intégrative et plurielle des savoirs et des pratiques. Donc, on parle de travail en synergie ici. Comment on peut partager ensemble différentes approches qui peuvent être utilisées, qui sont utilisées, on va le voir par exemple aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, au Canada, en Haïti, au Sénégal. Comment ces pratiques et ces recherches aussi peuvent être partagées dans d'autres régions du monde et dans d'autres espaces culturels, comment on peut construire ensemble. Et le troisième point, qui est très important, c'est de réfléchir aux balises à poser pour promouvoir des collaborations fructueuses et équitables entre chercheurs, décideurs et acteurs de terrain. Okay? Donc ça, c'est le troisième point dont les présentations aujourd'hui vont nous permettre de réfléchir et peut-être qu'on y reviendra à la fin, au moment des échanges et des discussions. Et j'espère que ça va aussi générer des discussions aussi dans l'avenir parce que ce qu'on présente ici, c'est juste le début, en fait, pour nous d'une discussion,
mais c'est aussi intégrer une discussion qui est déjà très présente un peu partout dans le monde. On ne peut plus faire de recherche aujourd'hui ou penser à des projets d'implémentation en promotion de la santé, qu'on parle de santé mentale, qu'on parle de santé physique, qu'on parle de santé émotionnelle, qu'on parle de bien-être, sans aussi penser en termes de décolonisation des savoirs, de coproduction des savoirs et des pratiques, et de penser surtout dans une dynamique de synergie. Alors, je vais inviter maintenant notre première présentatrice, qui est Rosalie Diop, professeure Rosalie Diop, qui est sociologue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va nous parler d'un thème très, très intéressant, comment il est utilisé dans le cadre de la recherche, une perspective féministe, mais bien ancrée dans l'espace sénégalais. Alors, Rosalie, nous vous écoutons. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. C'est fut un plaisir quand même de participer à ce webinaire, juste pour discuter ou bien pour susciter la réflexion sur quelques constats qui me semblent importants aujourd'hui dans la réflexion d'aujourd'hui sur cette problématique. Et quand je parle de coproduction de savoir arrimé à la santé des femmes et au concept du féminisme, cette réflexion, elle est partie d'un constat ou bien de plusieurs constats. D'abord à travers ce que je peux considérer comme un savoir de terrain, donc l'expérience que j'ai eue sur le terrain ces 10 dernières années, mais à travers également une réalité sociale qui est aujourd'hui au Sénégal et peut-être aussi à savoir une confrontation entre ce que j'appelle les savoirs experts, pour reprendre un peu Jean-Michel Foucault, et versus les savoirs dits profanes, des savoirs ordinaires qui sont composés des rites, des rituels, des pratiques ou bien des croyances, mais qui sont toujours essentiels à l'autonomie collective ou bien à l'autonomie individuelle des populations africaines. Donc, le plan, c'est parler un peu de quelques réflexivités qui sont des enjeux importants pour la problématique, de revenir sur un cas intéressant qu'on a exploré ces 3 dernières années sur le terrain, quelques leçons pratiques et une petite conclusion. Si on revient à ces enjeux et cette réflexivité, j'essaie de voir le parallélisme qui entre 2 logiques. Une logique de politique de système sanitaire et une logique de réalité sociale. Parce que la santé, je pense que pour rappel, existe dans toutes les cultures, je veux dire dans toutes les sociétés, et vise essentiellement à améliorer le bien-être physique, mental, social de l'individu, de la communauté, etc. Donc, c'est dans ce cadre que pour nous, parler de la santé doit tenir compte de l'environnement socio-culturel propre aux communautés pour comprendre les enjeux et les bien-fondés de la santé. D'autant plus que la santé africaine, encore une fois, est confrontée à une logique rationnelle, expérimentale, à une logique qu'on peut considérer irrationnelle, et on pourra revenir sur les théories anthropologiques pour parler de cette logique irrationnelle. Mais ce qu'on a remarqué ces 10 derniers temps, c'est qu'on a assisté à une universalité accrue des outils d'analyse dans le domaine de la santé et principalement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et ces problématiques sont plus ou moins liées à des questions importantes, mais qui sont très sensibles au niveau de l'Afrique, que ce soit les problèmes des mariages et grossesses précoces, les problèmes liés à l'excision ou bien aux mutilations génitales féminines, les problèmes liés à l'utilisation ou non de préservatifs. Donc, c'est en gros ces problématiques-là qui sont liées à la santé de la mère et de l'enfant, bien sûr, avec également la persistance de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.
Ces recherches ne sauraient être analysées, à mon avis, sans l'éclairage d'une dimension culturelle, comme je venais de le dire, ou anthropologique, même si aujourd'hui on sait que nos sociétés sont soumises à des transformations multiples, comme les progrès techniques, le développement d'éthique, les mutations sociales et familiales, il faut le dire, mais également avec l'introduction aujourd'hui de manière très persistante de l'approche de justice sociale en matière de santé et de droit en matière de santé. Ce qui est important également à retenir, c'est que ce processus est rendu possible grâce à quand même des financements et des financements qui nous viennent de bailleurs de fonds ou bien des instituts de recherche extérieurs, mais avec comme dictat, entre guillemets, si on peut l'appeler dictat, de l'utilisation des concepts forts, qui sont les concepts de féminisme, comme je viens de vous les montrer, les concepts de masculinité, des concepts liés à l'intersectionnalité, des concepts liés à l'égalité, des concepts de genre, etc. Aujourd'hui, l'empowerment, la capacité d'agir. L'analyse faite à ces concepts montre aujourd'hui que ces recherches, quand même, sont totalement différentes de recherches qui ont eu après l'indépendance, où on pensait que le savoir, la connaissance est détenu par des gens qui se considèrent comme des experts, où le savoir local était considéré comme un savoir profane, comme je l'avais dit tantôt, un savoir qui n'a pas de sens. Et c'est dans ce cadre-là, avec les concepts aujourd'hui, la lecture que nous avons, c'est d'apprendre à repenser ces concepts et à les localiser, donc pour avoir le même sentiment sur le terrain quand on parle de qu'est-ce que c'est que soit la masculinité positive ou bien qu'est-ce que c'est que le genre, le féminisme. D'autant plus que malheureusement pour des questions politiques aujourd'hui, je dirais qu'au Sénégal, il y a une frilosité quand on commence à parler de genre, quand on parle de féminin, etc. Donc, c'est des questions qui demandent à être repensées. C'est dans ce cadre que nous avons eu quand même, il faut le dire, quand même de prendre en considération un cas où on a essayé d'avoir cette lecture locale, je veux dire, une lecture qui prenne une dimension culturelle très, très importante. Il s'agit d'une expérience qu'on a vue dans le cadre du programme Bajjanu Gox. Bajjanu Gox, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les marraines communautaires, c'est des marraines de quartiers communautaires. C'est un programme qui a été lancé par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et l'objectif de ce programme, c'était de voir comment améliorer la santé de la mère, la santé des adolescentes et la santé effectivement du nouveau-né. Mais en même temps, comment faire pour améliorer ces questions liées à ce qu'on appelle les pratiques néfastes genrées, comme l'excision, les mariages précoces, etc. C'est dans ce cadre-là que ce programme a vu le jour et l'objectif, c'était vraiment de contribuer à cette réduction de la mortalité maternelle, mais aussi améliorer l'utilisation des services de santé et de leadership communautaire. Pour ce faire, avec, j'oublie de dire tout juste, c'est que ce projet a été financé par le CRDI et l'Affaires mondiale Canada, mais où on a quand même vu un certain nombre de méthodologies innovantes et intersectionnelles de co-construction. Le projet en tant que tel nous a permis de voir aujourd'hui comment analyser les questions de pouvoir en utilisant donc l'arbre à problème, en utilisant une cartographie sociale, un projet qui est totalement participatif avec des dialogues communautaires où toute la population est là. Si vous regardez bien les différentes images, où on a mis la population au devant de la scène. La population au devant de la scène, parce que quand on parle de Bajjanu Gox, en d'autres termes, donc c'est une approche qui nous vient uniquement donc de la réalité sociale. Donc le président est parti d'une réalité sociale qui était là, en prenant la Bajjanu Gox qui est quand même une personnage centrale dans le dispositif
de la famille sénégalaise, où la personne peut parler aussi bien au mari, parler à sa belle-mère et parler également à sa belle-fille, etc. C'est une personne également qui peut parler aux religieux, donc pour montrer donc, comment cette personnalité-là est importante dans le dispositif donc, du système sénégalais ou de la culture sénégalaise. Donc, c'est à travers ce personnage qu'on a commencé à avoir des rencontres avec ce qu'on considérait, après une bonne analyse situationnelle, les détenteurs de pouvoir. Qui étaient les détenteurs de pouvoir? C'était les maris, c'était les belles-mères, c'était les belles-filles ou bien c'était les personnes religieuses. Et que si on veut réussir aujourd'hui donc un programme, un projet de santé de la mère ou bien un projet pour lutter contre certaines pratiques jugées néfastes, il fallait quand même adjoindre ces personnes détenteurs de pouvoir-là pour pouvoir réussir certains programmes. C'est donc voir la pertinence un peu que j'appelais donc une méthodologie innovante qui nous a permis de revenir sur une certaine déconstruction, une certaine lecture épistémologique de qu'est-ce que c'est que le féminisme. Et aujourd'hui, on ne va pas parler d'un féminisme, vous m'excusez, à la européenne, mais un féminisme pragmatique, reprendre les concepts de masculinité de manière très pragmatique en partant par le bas, une approche par le bas, pour pouvoir expliquer et comprendre davantage ces mécanismes-là, mais également ces méthodologies. Ce qui est important également de dire et qu'on a sauté, c'est que la Badiane valorise cet acteur communautaire. Et elle constitue un capital symbolique fort qui a l'honneur et les prestiges au niveau local et qui sert quand même de vertige entre la société pré-islamique et la société sénégalaise. Donc, je reviendrai en tout cas dans les discussions sur l'importance de cette marraine de communauté qu'on appelle la Badianougor, qui aujourd'hui a exploité ce que j'appelle une approche culturelle qui part des valeurs traditionnelles africaines pour pouvoir réussir à transformer certaines normes considérées comme des normes de genre ou bien comme des normes, donc, comme des normes jugées effectivement persistantes, mais également jugées difficiles. C'est dans ce cadre-là que nous avons également utilisé ce qu'on appelait la démocratisation et la délocalisation des savoirs, dans ce sens que pratiquement tout ce qu'on faisait était centré sur le savoir local. Comment les Badianougor, en tant que femmes bien respectées dans leur zone, arrivent à discuter avec ces personnages, comme je disais tout à l'heure, ces détenteurs de pouvoir, jusqu'à arriver aujourd'hui à leur faire fléchir, et que si on regarde bien ce projet Badianougor, si avant, pratiquement il y a 5, je caricature comme ça, qui prenaient ou bien qui allaient faire ces visites prénatales, etc. Après le projet, on a vu qu'il y avait au moins une dizaine de personnes, de femmes qui pouvaient aller dans leur visite prénatale. C'est également le cas pour l'utilisation des préservatifs, c'est également le cas pour l'abandon de certaines pratiques. Comment ces Badianougor, à travers leur stratégie de valorisation, d'abord du savoir local, et de discussion avec ces personnes détenteurs de pouvoir, ont arrivé quand même à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Ces Badianougor aujourd'hui sont considérés comme des leçons apprises, comme des personnes incontournables, avec une certaine confiance en elles. Elles sont très confiantes quand elles te parlent quand même de leur mission, une certaine confiance en elles. Ces Badianougor ont arrivé aujourd'hui quand même à intérioriser quelque chose qui est une nouvelle au Sénégal, c'est qu'elles sont entre le système donc de la santé et la population et la communauté, je veux dire. Donc, elles sont intermédiaires entre ces deux systèmes et dans ce cadre-là, elles se sentent très valorisées. Donc, le caractère participatif de la recherche a montré l'accès à des groupes aujourd'hui très diversifiés qui autrefois étaient plus ou moins marginalisés, mais qui commencent à prendre leur place dans la société. Les différents outils utilisés aussi ont montré que la valorisation aujourd'hui des femmes, dans ce sens que vous rencontrez beaucoup de femmes dans les zones où on a fait les enquêtes, à travers la photographie
et la cartographie sociale, ces femmes qui te disaient qu'avant, donc je n'existais pas, mais avec ces outils et le fait de participer à ces enquêtes-là, c'est comme si maintenant j'ai un nouveau rôle et que j'existe. Ce qui nous montre que la combinaison de ces méthodes a été vraiment une stratégie gagnante pour approfondir l'approche de transformation des normes jugées quand même caduques, des normes jugées pas genrées du moins, ce qui fait que c'est important. L'autre élément intéressant, c'est la confiance des femmes en elles-mêmes. Le fait d'être mise aujourd'hui au devant de la scène au niveau du système de santé, mais également au niveau de la communauté, font qu'elles ont une confiance en elles de telle sorte qu'elles jouent un rôle de leadership. Aujourd'hui, si vous venez au Sénégal, n'importe quelle problématique de développement, ces femmes-là se considèrent comme des femmes qui peuvent parler avec tout le monde et elles sont des leaders incontournables sur des questions de développement. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques problématiques, peut-être quelques inconvénients au niveau des barrières de langue. Bon, ça, on pourra en discuter plus tard. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette population-là, aujourd'hui, le fait de partir de cette culture de bas, ce qu'une de mes collègues, Oumou Khairi Tandia, professeur à l'université, disait qu'il nous faut partir de ces approches de bas. Et une autre qui est à Montréal, plutôt à l'Université du Québec, à Chicoutimi, disait qu'il nous faut un féminisme beaucoup plus pragmatique pour pouvoir lire les logiques africaines et sénégalaises particulièrement, si on veut vraiment changer des normes, si on veut améliorer des conditions des femmes ou bien des conditions de genre tout court. Ce qui nous permet de terminer en conclusion rapidement pour dire que aujourd'hui, les inégalités, s'il vous plaît, Flash, d'accord. Les inégalités de genre mènent à l'injustice sociale. La discrimination et les inégalités sont structurelles et systématiques. L'évaluation est politique, le savoir est une source puissante qui devrait être entre les personnes qui le créent, le possèdent et le partagent. Les connaissances et les valeurs sont culturellement, socialement et temporellement contingentes et sont filtrées par la personne. Connaissant, il y a plusieurs façons de savoir et certaines sont privilégiées par rapport aux autres. Cette citation que je trouve intéressante qui résume en gros comment il faut valoriser le savoir local et la nécessité même de valoriser ces savoirs locaux-là et la nécessité de déconstruire et de repenser ces questions ou bien ces concepts qui nous viennent d'ailleurs, donc est très, très importante. Et cette citation, c'est de l'ACOSI et du CQRF en 2019 à la page 2. Je vous remercie et j'attends des questions, des réponses pour pouvoir peut-être améliorer davantage sur beaucoup de choses qu'on pouvait dire sur les Badjanougou. Je vous remercie. Merci, un grand merci Rosalie Diop pour cette intervention, cette première intervention en fait extrêmement riche. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va revenir à la fin des présentations. On va avoir une période de discussion peut-être d'environ 30 minutes. Donc, vous pouvez déjà laisser vos questions ou vos commentaires et puis indiquer aussi à qui s'adressent vos questions si vous voulez parler directement à ou s'adresser à un des intervenants. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation qui est présentée par Madame Mélanie Boivin. Mélanie est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean au Québec. Et la présentation a été produite conjointement avec Chantal Lévesque de l'Éducation permanente de l'Université de Montréal et de Karine Nassif-Rouen qui est avec le Cégep du Vieux-Montréal. Alors, j'inviterai maintenant Mélanie à faire son partage d'écran. Alors, bonjour, Carole. J'ai un problème de connexion. Alors, vous allez peut-être me perdre quelques secondes, mais ça devrait revenir. Je suis désolée, on a des nouveaux locaux.
Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vais laisser Karine faire la première partie de la présentation. On va se partager la rencontre et on va faire les présentations. Donc, vous l'avez dit, je suis la directrice du Centre MAMIC au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. On a 3 centres MAMIC. Alors, où on intègre notamment là, des beaux services de santé. Alors, je vais pouvoir avoir la chance de vous en partager des exemples très concrets là, de décolonisation. Alors, Karine, je te laisse faire la présentation pour la première partie. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve le lac Saint-Jean, je voulais dire qu'on est au Québec. Donc, on est parti du Sénégal dans la chaleur et là, on est rendu au lac Saint-Jean, là où il doit probablement déjà neiger, en fait. Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on est au Québec. On va essayer d'aborder, on est dans une piste exploratoire pour essayer d'intégrer des approches et des pratiques décolonisantes en promotion de la santé au Québec. Enfin, au Québec, c'est comme ça fait très large, mais en tout cas, dans certains, on teste, on essaye. Donc, on va vous parler de qui sommes-nous, on s'est présenté, Mélanie vient de le faire, Chantal, ma collègue, malheureusement malade, donc elle ne peut pas joindre à nous aujourd'hui, mais elle est avec nous en pensée, en présence via notre présentation. Moi, je suis conseillère pédagogique en fait au Cégep du Vieux-Montréal et je travaille beaucoup sur les approches, décolonisantes et les pédagogies autochtones, notamment dans un grand projet qui s'appelle le double regard, l'intégration du double regard. On en reparlera et Mélanie fait partie en fait de l'équipe, de réflexion et d'intégration dans ce projet. Donc, on va vous parler des objectifs de la présentation, du contexte québécois, on va vous le présenter, des méthodes, la méthode retenue ou en fait les méthodes exploratoires et puis des résultats qu'on pense avoir ou on espère avoir à court, moyen, long terme et éventuellement, on espère échanger avec vous. Donc, les objectifs, c'est vraiment de présenter quelques approches qui pourraient être intéressantes et qui sont d'ailleurs pour certaines issues du milieu de la santé. D'autres ne le sont pas. Puis, donc, c'est ça de voir comment, en fait, ça s'intègre ou ça pourrait s'intégrer et pour prévenir, en fait, certaines problématiques et certaines situations qu'on a vécues dernièrement. Et donc, on va essayer d'être très concret. On n'est pas une étape, comme je vous disais tantôt, on est dans une piste exploratoire, on n'est pas dans un rapport de recherche ou un projet de recherche. On est vraiment essayé d'explorer de manière pratique comment faire, comment arriver en fait à cette égalité des savoirs, comment procéder. Et on se disait que parfois, c'est ça, il faut faire un petit peu, mettre un peu de côté ce qu'on connaît, puis essayer d'explorer de nouvelles façons de procéder pour arriver en fait à cette égalité, qu'elle soit réelle, qu'elle soit concrète, sans bousculer tout le monde, sans brutaliser. Évidemment, on veut le faire de manière vraiment douce parce que notre objectif, c'est vraiment finalement de désinvisibiliser, de retirer cette couche invisible en fait qu'on a mise dans nos rapports et dans la reconnaissance qu'on a avec l'histoire, la culture et les savoirs autochtones de notre côté. Et quand je dis les, c'est vraiment les savoirs, les cultures, les histoires. Donc, pour revenir au contexte, donc on sait que c'est un colloque international, donc on se disait que peut-être tout le monde ne part pas au même niveau de connaissance. Et niveau, c'est par rapport aux informations, pas au niveau de l'analyse. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que quand même, depuis plus de 10 ans, au Québec, au Canada, nous avons de nombreuses publications, des rapports, en fait, des commissions d'enquête qui ont été incontournables et pourtant, disons qu'il arrive encore des situations difficiles. Je vais vous donner quelques exemples. En 96, par exemple, la Commission royale sur les peuples autochtones, ou ce qu'on appelle la Commission Erasmus du Sceau, avait pour mandat, elle, de proposer des solutions pour justement enrayer l'entrave entre les relations qu'il peut y avoir entre les Autochtones et le gouvernement canadien ou l'ensemble de la société. Elle avait émis déjà en 96 plus de 440 recommandations. On a dû recommencer une somme d'exercices dernièrement, donc dans les années plus près de nous, c'est-à-dire dans les années 2000. Donc, par exemple, je vous en citais que quelques-uns des rapports, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, la Commission Vérité et Réconciliation, qui est ce qu'on appelle le rapport FCVR de 2015, qui lui aussi émet
94 recommandations. Puis, on a l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues. Donc, il y avait en 2019 qui nous propose 231 recommandations ou appels à l'action. Donc, on voit que depuis de nombreuses années, si on cumule, on a je vais calculer à peu près que nous avons 800 recommandations et appels à l'action pour en fait enrayer ce déséquilibre que nous avons produit, par un processus de colonisation, en fait. Et là, je le cite par rapport aux théories et aux livres, ouvrages par exemple, de Thiongo au Kenya, Kenya, en fait, ou encore de Walter Mignolo en Amérique latine. Donc, c'est vraiment de revenir sur cette idée de colonisation qui dépasse les frontières, qui dépasse la possession du territoire, qui est plus que ça, qui se fait par la culture, qui se fait par les rapports de pouvoir. Et donc, on essaye de rééquilibrer ou de revoir ces rapports. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'aborde aujourd'hui. Et donc, malgré tout, malgré cette sensibilisation, malgré ces appels à l'action, nous avons eu des situations très difficiles dernièrement, puis je vais quand même vous les citer. C'est que, on va en mentionner quelques-unes. Nous avons le 28 septembre 2020, donc c'est il y a 2 ans, le décès dans des conditions terribles de Joyce Echaquan, donc qui est autochtone, dans un hôpital québécois. Elle se filme à l'article de la mort. Et en fait, ce qu'on entend, c'est des infirmières ou des préposés qui, en fait, l'insultent et la méprisent. Le 17 janvier 2021, donc pas longtemps après, on a Raphaël André qui décède dans une toilette chimique suite à le centre où il avait l'habitude en fait d'être hébergé est fermé du fait de la pandémie, donc il décède dans une toilette chimique de froid. Et dernièrement, le 4 avril 2022, nous avons un enfant de Manawan qui est décédé, donc un bébé qui est décédé au CHU Sainte-Justine parce que, sans doute, ce que le rapport du coroner disait, c'est que ce décès aurait pu être évité si l'enfant avait reçu des soins d'urgence qui sont arrivés trop tardivement. Donc ces questions-là, ça nous interpelle et on s'est dit comment faire, comment intégrer les réalités vécues par les Autochtones et leur communauté, comment ne pas reproduire des biais conscients inconscients, comment arriver justement à cette double vision. Et donc de travailler en fait ensemble, faire ensemble pour lutter contre cette injustice sociale qui est en fait plus grande que celle-là, contre l'iniquité, puis les égalités de traitement, les inégalités de traitement. Alors Mélanie, je te laisse. Merci. Alors oui, alors pour la suite, c'est ça, on a introduit vraiment toute la notion du contexte. On parle aussi là, des difficultés d'accessibilité pour les services de santé pour la population autochtone et évidemment là, toute la question là, de la médecine traditionnelle hein, qui est en fait, nous, au Centre Mamic, qui est au cœur de nos actions, alors on travaille extrêmement fort à soutenir l'accessibilité aux services pour les populations autochtones. Alors, si on parle d'exemples concrets hein, pour la décolonisation, entre autres, des savoirs, alors on a réussi avec le gouvernement du Québec à introduire dans les centres Mamic sont des organismes communautaires. Les Autochtones ont été placés en réserve, hein, dans des petites réserves, des territoires très limités. Et ils sont en situation de surpopulation dans entre autres les logements, mais sur ce petit territoire-là, ce qui fait en sorte qu'on voit beaucoup d'Autochtones quitter les réserves pour se rendre vers les milieux urbains pour différentes raisons, pour les services de santé, pour les services publics. Notamment pour aller à l'école, pour changer en fait leurs conditions de vie. Donc, on a accueilli les centres Mamic qui accueillent à l'intérieur de leur centre. C'est une organisation communautaire pour les Autochtones en milieu urbain. Alors, on a 3 centres au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 3 cliniques de santé à l'intérieur des centres Mamic. Donc, on a réussi, avec cette offre de service-là, de quand même valoriser hein, les savoirs autochtones. Alors, on accueille des aînés qui viennent partager leur savoir hein, sur les méthodes traditionnelles de guérison, notamment. On parle de l'huile de poisson, on va parler de différentes plantes hein, qui ont quand même
des vues. Les pharmaceutiques ont déjà des connaissances, ont pris des connaissances aux Autochtones. Alors, le savoir autochtone est très restreint. On ne veut pas partager tous nos savoirs pour protéger les ressources de l'industrie pharmaceutique. Donc, dans nos centres, ils ont quand même accès à différents savoirs, la transmission des pratiques aussi traditionnelles, là, les cueillettes des plantes médicinales notamment. Alors, on fait une vaste offre de services qui va rejoindre vraiment la clientèle autochtone. Et c'est cette accessibilité-là qu'ils n'ont pas, bien évidemment, là, dans les services publics. Alors, c'est cette distinction-là. Puis ça, c'est ce qu'on appelle de la décolonisation au niveau des services de santé. Alors, c'est la promotion des services de santé. On parle de l'approche de décolonisation, réconciliation et autochtonisation. Donc, on travaille aussi à soutenir les organismes publics. Donc, ici, c'est le CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a travaillé notamment sur une approche de co-construction pour un programme sur la santé mentale. Donc, tous les savoirs autochtones sur notre vision holistique de la santé et avec la vision plus contemporaine, je vais dire, de la médecine contemporaine. On va parler, par exemple, des 4 sphères de la roue de médecine chez les Autochtones. On travaille beaucoup avec la roue de médecine. Alors, la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Alors, on a les quatre volets de cette santé qui est prise en charge dans ce programme-là. Et le CIUS a amené, eux aussi, leur savoir contemporain, qui c'est vraiment le double regard à travers ce programme. Et ça fait en sorte que les gens sont dans un environnement beaucoup plus sécurisant, sur un site culturel où on va être un peu plus en nature aussi, qui amène les Autochtones dans un contexte là, beaucoup plus sécurisant pour leur permettre de faire ces apprentissages-là, ces nouveaux apprentissages. Donc, on a parlé aussi du principe, en fait, on a parlé de Mme Joyce Echaquan, mais d'où est venu aussi le principe de Joyce et le principe de Jordan, qui est un enfant qui est décédé là, suite aux différentes législations fédérales et provinciales. Il y avait un enjeu à savoir est-ce que c'est le gouvernement fédéral ou provincial qui va payer les services de santé pour cet enfant, Jordan. Et finalement, sa santé s'est détériorée au point qu'il en est décédé. Et il y a eu un jugement de la Cour fédérale pour dire, dorénavant, les services de santé pour les Autochtones seront couverts au niveau du gouvernement fédéral. Alors, c'est un jugement qui a déterminé le principe de Jordan qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès plus rapidement à des services de santé. Par exemple, au niveau provincial, il y a des listes d'attente importantes en orthophonie. On a beaucoup de limites au niveau des barrières de la langue pour nos enfants. Alors, identifier rapidement des problématiques là, au niveau du retard de langage, alors que c'est du bilinguisme. Alors, on travaille beaucoup avec les orthophonistes pour expliquer à la communauté québécoise que ces enjeux-là, oui, il peut y avoir des réels retards de langage, mais que ce soit quand même mieux compris par les professionnels de la santé dans le milieu des services publics. Alors, principe de Joyce et principe de Jordan. Donc, c'est ça. Je vous laisserai nous poser les différentes questions. Alors, on a aussi le forum sur la sécurisation culturelle qu'on offre la semaine prochaine, 29, 30 novembre et 1er décembre. Alors, où il y aura plusieurs initiatives là, qu'on a travaillées en termes de sécurisation culturelle avec les services publics dans les écoles, au niveau de la santé, services de justice, sécurité publique. Alors, on travaille vraiment à tous les niveaux pour favoriser l'inclusion des Autochtones dans les différents services. Merci. Un grand merci, Mélanie et Karine. C'est une autre présentation qui est très, très riche et intéressante. Ici, on peut voir déjà, quand on parle de décolonisation, comment le terme est complexe, en fait, parce qu'on parle d'un environnement actuel, politique. On parle aussi de prise de conscience dans la population.
On parle aussi des drames qui sont arrivés et desquels ont été produits par après, les principes de Joyce et les principes de Jordan, par les communautés autochtones. Donc, je pense qu'on a beaucoup à réfléchir, en fait. Et puis, ce qui est bien aussi et très intéressant dans votre présentation, c'est que vous parlez aussi de la synergie et du pouvoir de construire à travers ça. Donc, on parle déjà beaucoup de co-construction des savoirs et puis je pense qu'un peu partout dans le monde, on peut apprendre de ce que vous êtes en train d'accomplir en ce moment, même si ce n'est pas facile, évidemment. Alors, un grand merci. Pour les questions, je vous rappelle de mettre vos questions dans le chat, de dire à qui vous voulez poser vos questions et on va y revenir après les présentations. Alors, j'aimerais inviter maintenant, si je suis bien le fil, c'est Carmela Fernandez da Rocha. Donc, on s'en va maintenant en Nouvelle-Calédonie. Carmela, elle est chargée de mission projet stratégique jeunesse dans les provinces du sud de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi une doctorante du laboratoire ACTE, d'ailleurs où est localisée la chaire UNESCO Santé-Éducation à Clermont-Ferrand. Alors, Carmela, c'est à vous la parole. Bonjour, merci de me permettre de présenter les travaux que nous menons en Nouvelle-Calédonie autour donc d'un projet de promotion de la santé dans les écoles primaires que nous mettons en place, qui est en cours d'implantation. Voilà, donc là, situé un petit peu la Nouvelle-Calédonie, donc nous sommes un petit archipel situé entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique Sud, composé de 270 000 habitants, des habitants pluriethniques, qui est entré, donc c'est un archipel qui est entré dans un processus de décolonisation depuis 1988. Donc nous étions un territoire d'outre-mer français, avec une ambition donc de rééquilibrage économique des différentes provinces, puisque nous sommes divisés en 3 provinces administratives, les provinces Nord, Sud et Île. Et donc, la province sud est celle dans laquelle est située donc, la capitale Nouméa, qui est donc la plus développée, et donc les provinces nord et îles qui, elles, voilà, ont moins de population, moins d'emplois. Voilà, et donc, l'idée des premiers accords qui ont été signés en 1988 et qui se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui était de redonner donc, un rééquilibrage, surtout économique, mais aussi au niveau des institutions, aux autres provinces nord et îles. Malheureusement, aujourd'hui, en 2022, on constate encore des inégalités sociales et territoriales de santé, des inégalités également éducatives, d'accès au diplôme et à l'emploi, qui touchent majoritairement les ethnies océaniennes, et en particulier l'ethnie kanak, qui est le peuple premier de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, par rapport à cette situation, évidemment, nous ne restons pas passifs. Donc, des textes sont votés régulièrement, nos réglementations évoluent, notre législation. Et donc, en 2016, ont été votés au niveau de nos institutions 2 textes structurants relatifs donc à notre politique de santé, qui s'appelle le plan d'Ocamo, et un autre texte relatif donc à notre projet éducatif calédonien, et tous les 2 donc votés en 2016. Donc, ces 2 textes, évidemment, nous sommes sous une influence de la culture française dans nos systèmes de gestion, que ce soit santé, éducation, mais de plus en plus, donc, une prise en compte de nos réalités en Nouvelle-Calédonie et de la prise en compte des savoirs endogènes, des préoccupations des différentes communautés qui sont devenues nécessaires dans le champ, en particulier de l'activité de la promotion de la santé. Donc, je vous ai mis des références à la fin de mon diaporama pour ceux qui souhaitent voilà, un petit peu affiner ces précisions, ces spécificités que nous avons mis en place. Globalement, on va dire que sur le plan d'Ocamo, on est vraiment dans une approche holistique de la santé où on va mettre donc au centre l'usager et donc tenir compte de tous ces savoirs. C'est comme disaient mes collègues, on va se baser
sur ce que nous dit la science, évidemment, et en premier, évidemment, médical, et puis sur la gestion aussi, évidemment, de nos politiques de santé, mais aussi sur les pratiques des gens, comment ils vivent au quotidien et comment les faire participer et eux être acteurs de leur santé. Et au niveau du projet éducatif calédonien, on est sur des axes où on va travailler sur l'environnement des enfants, leur bien-être. Hein, c'est un des champs qui est inclus dans ce projet, contextualisé à la Nouvelle-Calédonie, tout en ayant une ouverture à l'Océanie et au monde. Voilà. Donc, avec mes collègues, nous étudions un dispositif de promotion de la santé en milieu scolaire qui est fondé sur une démarche de co-construction d'outils pédagogiques d'éducation à la santé. Et son objectif, c'est donc la réduction des inégalités sociales. Donc, pour ce faire, le dispositif va tenter, en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour agir sur différents domaines. Et donc, on va agir sur le développement de pratiques pédagogiques en promotion de la santé, qui va aussi agir sur le développement de l'environnement scolaire des jeunes en promotion de la santé, et au niveau des enfants, agir sur leurs compétences en littératie, travailler également sur le bien-être des enseignants et améliorer les relations école-famille. Et donc, pour ce faire, on va agir sur 4, on va dire, pôles. Donc, on va travailler sur la formation des enseignants, un soutien aux équipes d'école, fournir les ressources pédagogiques, donc c'est l'outil que nous avons construit avec eux, et travailler aussi à un lobbying institutionnel de manière à pouvoir vraiment agir sur les différents environnements qui vont être institutionnels, éducationnels et aussi l'environnement social. Donc, cette co-construction d'outils pédagogiques avec les enseignants, elle démarre à partir d'un état des lieux de leur pratique de classe, les apports de la recherche en éducation à la santé et la contextualisation des outils. Donc, on est vraiment sur la prise en compte des savoirs, hein, des maîtres, des maîtresses, des communautés, des savoirs scientifiques, et donc à valoriser, mutualiser, enrichir. Et donc, notre travail est une étude mixte qui est basée donc, sur une collecte de données qui va être multiple, qui est en continu sur 2 ans et qui permet de suivre la prise en compte des savoirs des différentes personnes et communautés. Donc, nous avons produit ainsi 2 outils. Donc, il y en a un pour le primaire, celui que vous avez à l'image, donc c'est celui de maternelle. Et donc, on a complètement contextualisé cet outil avec les enseignants dans un processus donc, de co-construction où ils ont apporté donc, leur contribution. Ils l'ont testé en classe, nous ont fait les retours et donc on a mis en œuvre cet outil. Donc, cette participation des enseignants, elle a demandé pour ceux qui exercent en milieu isolé qu'on soit vraiment dans une démarche aller vers, pour pouvoir revoir avec eux les pratiques, avoir les retours, les rassurer, avoir un travail réflexif avec eux. Et donc, c'est la demande d'un accompagnement minimal, ajusté, en fonction évidemment des territoires et des formations initiales des enseignants, de leur expérience. Et on remarque également une influence, le leadership essentiel des directeurs d'école qui a vraiment permis d'être dans un accompagnement de proximité et d'ajuster au mieux l'outil. Donc, cela a donné un outil qui est apprécié par sa contextualisation et son usage clé en main. Cette notion de clé en main, c'est vraiment un gage qui est souvent ressorti. Les enseignants en fait, décrivent que le fait d'être en Nouvelle-Calédonie faisait que jusque très, très fréquemment, ils se retrouvent à devoir réadapter leurs outils avec lesquels ils travaillent en classe parce que ils sont produits en métropole et que donc ils ont tout un travail de réadaptation, de recontextualisation des documents, tandis que là, il est disponible et donc ce qui leur donne encore plus de disponibilité à l'attention et au travail qui pour eux, bien sûr, est le travail premier auprès des élèves de leur classe. Voilà. De plus, on a remarqué que cet outil leur a permis donc de travailler en classe, mais aussi pas seulement sur des temps dédiés à la santé, mais sur d'autres temps éducatifs, ce qui est très intéressant,
et en faveur évidemment de cette discipline d'éducation à la santé qui est une discipline transversale. Merci. Donc, pour la diapo suivante, là, je vous ai mis la carte de l'implantation du dispositif. Donc, à gauche, les écoles primaires et à droite, les écoles élémentaires et maternelles. Et donc, nous sommes en cours d'implantation sur tout le territoire calédonien. Et aujourd'hui, se pose la question de la pérennisation du dispositif, de qui et comment on le fait vivre. Et donc, on est en train de travailler à des études sur les réseaux sociotechniques qui se sont constitués autour de ce projet. Donc, il montre déjà à l'échelle locale que les dispositifs d'accompagnement sont composés d'une diversité de personnes en termes de profession, communauté d'appartenance, en particulier justement les directeurs d'école, mais aussi les enseignants, les parents d'élèves. Ces professionnels ont une vision de la promotion de la santé qui est intégrée dans le respect de la culture des élèves, des familles ainsi que des enseignants. Et à l'échelle institutionnelle, on retrouve cette même diversité des acteurs et des décideurs, ainsi que cette attention vis-à-vis des différentes croyances et pratiques de la population calédonienne. Donc, en conclusion, on peut dire qu'assurer la décolonisation des savoirs en promotion de la santé en milieu scolaire, c'est d'abord se décentrer de sa propre conception de la santé et de l'éducation, écouter avec humilité et partager nos savoirs réciproques. Cela demande d'adhérer à une perspective écologique rigoureuse et cohérente, la conduite du travail par des acteurs professionnels et non professionnels, ancrés dans les différents territoires et communautés, est un levier en vue de la prise en compte de la diversité des savoirs coexistant au sein de l'archipel. Je vous remercie et je vous ai mis les références en fin de diaporama. Merci beaucoup, Carmela, pour ta présentation qui démontre vraiment un travail extraordinaire qui a été accompli, qui continue d'être accompli. Et puis, on voit vraiment ici l'importance on parle encore plus on parle d'une démarche dans un milieu quand même qui est multiculturel et on parle aussi d'une appropriation. En fait, c'est la pérennité ici est assurée par la création et l'appropriation des outils. Donc, c'est un travail monumental de synergie. Alors, bravo, je pense que c'est un autre très bel exemple. Et puis, j'espère qu'on pourra en discuter après durant la période de commentaires et de questions. Maintenant, j'inviterai Aubryan Damus, qui est professeur aux universités d'État d'Haïti, Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales. Aubryan est anthropologue. Il est aussi à Quisqueya, à la Faculté de sciences de l'éducation, et il est associé à l'Université de Sherbrooke, Centre religieux contemporain, Faculté de droit. Il fait aussi partie de la chaire UNESCO, et en ce moment, je pense qu'il nous parle de Paris. Alors, quand on parle de globalisation, Aubryan, et je pense que c'est un très, très bon exemple. Alors, à vous la parole, Aubryan. Merci de m'avoir. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Carole, Valérie, Didier, de m'avoir participé à ce webinaire dynamique, fort intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de recherche que je développe depuis 2016 avec les communautés locales. Elle s'intitule « L'atelier de dialogue local, une méthode pour décoloniser les savoirs en promotion de la santé des femmes et des enfants ». Alors, quelles sont les bases de cette méthode? L'atelier de dialogue local est ancré sur une logique de coproduction cognitive. C'est une technique d'enquête sujeto-centrée qui s'oppose aux enquêtes managériales techno-bureaucratiques. Cette méthode s'adresse à des titulaires de savoirs ancestraux parlant la même langue, ayant des savoirs expérientiels en commun, partageant les mêmes rationalités et les mêmes cosmovisions. Ils forment ce que j'appelle une communauté socio-linguistico-épistémique. Cette méthode s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude de raconter les expériences professionnelles et les observations dans le cadre d'un atelier de discussion. La méthode est réalisée par elles et avec elles. J'appelle ça processus de co-élaboration fondé sur la confiance et le respect mutuel, le principe d'équivalence
et des complétudes cognitives, la lutte contre la hiérarchisation des savoirs, la séparation des savoirs. Les participants, par exemple, sont des multi-experts communautaires. Ils ont développé des savoirs sur, ils sont des experts sur la nature, la biodiversité, et la gestion de l'environnement, les savoirs locaux, etc. Donc, ce sont des savoirs qui sont interreliés et il est très difficile, voilà, de séparer ces savoirs. Cette méthode contribue au renforcement de l'estime de soi, du sentiment de compétence, d'efficacité personnelle et professionnelle, du pouvoir d'agir ou des capacités des femmes rurales, ainsi qu'à la reconnaissance et la valorisation des savoirs ancestraux. Cette méthode est construite par et avec les communautés locales. Alors, comment s'organise une rencontre ethnographique? Lors d'une rencontre ethnographique, on discute conjointement des objectifs et des thèmes de recherche ou de réflexion. Par exemple, on peut discuter de l'accouchement, de la spiritualité, de l'allaitement, de la nature, de la conservation, de l'environnement, etc. Il n'y a pas d'objectif prédéterminé ni d'idées préconçues. Les participantes sont considérées comme des savantes ou bien des illettrées savantes. Quels sont les objectifs principaux? Donc, l'objectif principal de cette enquête est de collecter des savoirs développés par les matrones, par exemple, pour prendre soin des femmes et des enfants de leur communauté. Lors d'un atelier, on peut réaliser des entretiens individuels et des entretiens collectifs. L'objectif est également de réaliser un entretien multiphonique sur des thèmes multiples, comme l'allaitement, l'accouchement à domicile, les soins maternels-infantiles, le maternage. Un entretien multiphonique est un entretien où plusieurs voix s'alternent, se recoupent, se joignent, se complètent, etc. Il peut être comparé à un nid à la fabrication duquel chaque participante apporte son savoir complexe. Alors, cette méthode permet de réduire les processus de destruction de savoirs locaux et qui peuvent être subsumés sous les notions suivantes. La notion d'auto-épistémicide, c'est-à-dire ça renvoie au fait que des savoirs locaux disparaissent tout seuls, faute d'être valorisés et utilisés par les acteurs, notamment les jeunes. L'endo-épistémicide, dans plusieurs titulaires de savoirs ancestraux comme les matrones d'Haïti cessent d'utiliser certains savoirs locaux. Exo-épistémicide, les interventions occidentalo-centrées font disparaître à grande vitesse, de manière consciente et inconsciente, de nombreux savoirs et savoir-faire locaux qui étaient jusque-là efficaces. Technocide, cette notion renvoie à la destruction des savoirs techniques et des objets. Il y a des exemples, alors il faut poser des questions si vous voulez que je vous donne des exemples concrets. Alors, cette méthode facilite ce que j'appelle la sérendipité, c'est-à-dire des découvertes inattendues. Lors d'un atelier de dialogue local qui s'est déroulé en septembre 2021 avec des titulaires de savoir du Sud sur des thèmes divers, j'ai découvert le bébélis, un médicament traditionnel utilisé par les femmes rurales en Haïti pour traiter des problèmes de santé rencontrés lors de la période des menstruations, de grossesse et après l'accouchement. Les propriétés multiples de ce médicament féminin, propriétés purificatrices, réparatrices, amplificatrices, menstruogènes, régénératrices, tout ce que vous voulez, en font un produit d'une importance inestimable dans les communautés rurales, peu ou non biomédicalisées. Alors, comment se déroule un atelier de dialogue local? Donc, chaque participant se présente, on parle de son origine géographique, et on discute des thèmes et des objectifs lors de la rencontre, on partage des savoirs, il y a des échanges entre les participants, échanges horizontaux, il y a des corrections mutuelles, les participants sont encouragés à se corriger mutuellement, l'enregistrement, on procède à l'enregistrement audio-vidéo et après l'atelier de dialogue local, on procède à la restitution des résultats préliminaires. Il s'agit par exemple de demander aux participants d'abandonner des comportements, je dirais, dangereux, des comportements qui ne favorisent pas, qui ne les permettent pas d'entretenir leur santé et de les encourager en même temps à renforcer les bonnes conduites, c'est-à-dire les conduites qui leur permettent, voilà, de gérer leur santé, leur environnement, etc. C'est-à-dire à partager les savoirs qui participent à la durabilité humaine et écologique.
Alors, conclusion. L'atelier de dialogue local dans le domaine de la recherche en promotion de la santé permet de prévenir les déficits qualitatifs de celle-ci, de renforcer l'autonomisation des participantes et de stimuler les pratiques de solidarité traditionnelle dans les communautés éloignées des politiques officielles de promotion de la santé publique. La mise en œuvre de cette technique de collectant de données qualitatives nous ordonne de porter un regard inconditionnellement positif sur les participantes avec lesquelles il faut avoir une grande proximité culturelle, linguistique et ontologique. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Brian. Une autre présentation qui est très riche, qui nous a ramené un peu dans le domaine de la recherche. On avait commencé avec Rosalie, qui nous a parlé de recherche. On finit avec Brian, qui retourne dans le monde de l'académique et de la recherche. Je pense que c'est l'idée, en fait, des webinaires, c'est de pouvoir parler et de pratique et de recherche et comment on peut intégrer les deux. Un des points qui est très fort, Brian, dans votre présentation, c'est justement que vous démontrez de la façon dont on peut théoriser vraiment en partant de logiques qui sont non eurocentrées et qu'on peut non seulement repenser des concepts, mais aussi en créer de nouveaux, en fait. Okay? Et donc, les concepts qui sont présentés ici peuvent être très intéressants aussi à regarder dans d'autres environnements. Donc, merci beaucoup. Il nous reste, maintenant, j'inviterai en fait tous les présentateurs, tous les panélistes, si vous pouvez mettre votre caméra quand c'est possible pour qu'on puisse engager la discussion. Il y a une question qui est revenue souvent. Bon, on parle de pratique, on parle de recherche, mais on parle évidemment de financement. On ne s'en sauve pas. Par exemple, Rosalie nous a parlé au début qu'elle devait utiliser des termes et des concepts qui étaient populaires parmi les bailleurs de fonds. Et puis ça doit, évidemment, ça revient aussi, si on parle de la recherche en milieu autochtone, ça revient probablement aussi dans à Haïti. J'aimerais avoir un petit peu votre opinion sur ça. Est-ce qu'il faut vraiment se pencher sur ces concepts et les revoir avec les bailleurs de fonds? Comment on peut y retravailler? Peut-être Rosalie, je pense que Rosalie, vous aurez quelque chose à dire là-dessus. Merci beaucoup, Carole. Je pense que c'est une question très, très intéressante, hein? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je prends juste l'exemple du Sénégal. Si vous voulez faire la recherche, qui malheureusement est le parent pauvre de nos universités, il vous faut donc soumissionner dans d'autres instances de recherche. Et c'est pratiquement les étrangers, les universités étrangères, les instituts de recherche canadiennes, l'AFD ou bien d'autres coopérations qui quand même nous donnent ou bien qui financent la plupart du temps nos recherches. Mais mon constat, c'est que dans toutes ces problématiques, les TDR qu'ils nous envoient, si on veut soumissionner quand même, il y a des idéologies à respecter parce qu'aujourd'hui, je vous dis que si vous présentez un projet de recherche où il n'y a pas la dimension genre ou bien la dimension féminine, vous risquez de ne pas effectivement avoir cette recherche. Mais quand même, il faut accepter le fait que même s'il y a ces perspectives qu'ils mettent en exergue, cette idéologie genre féministe et aujourd'hui avec l'intersectionnalité, les questions de masculinité, au moment où je vous parle, je ne suis pas, donc je suis dans un hôtel avec une université du Québec à Chicoutimi. Moi, j'ai vu que quand même, il y a une ouverture avec ces universités-là, une ouverture avec ces instituts de recherche, de revenir maintenant, même s'ils nous amènent ces concepts, de revenir sur la contextualisation donc, de ces concepts en partant de la réalité sociale.
Ça, je pense que c'est salutaire, il faut le dire. Donc, je disais que le professeur Aubriand venait de le mentionner. De plus en plus, dans presque toutes les études faites au Sénégal, donc il y a cette participation où on essaye de revaloriser le savoir local et voir par rapport à ces concepts-là qui sont épistémologiques, il faut le dire, comment on peut utiliser un savoir qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus compréhensible pour la communauté africaine et surtout sénégalaise. Merci, merci beaucoup, Rosalie. Maintenant, je vois qu'on a des questions dans le chat. La première du professeur Achelafi en Algérie, qui demande « Est-ce crédible de valoriser à travers une réunion ethnographique sur les savoirs liés à la santé au vu du charlatanisme, etc. » Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, peut-être Aubriand? Comment vraiment on peut faire la distinction entre les savoirs qui sont crédibles et ce que le professeur ici appellerait du charlatanisme, par exemple? Donc, je pense que donc, il faut d'abord, il ne faut pas sacrifier les savoirs locaux, les savoirs expérientiels sur l'autel de la rigueur scientifique, sur l'autel c'est-à-dire, ce sont des savoirs qui permettent aux gens, voilà, de gérer leur santé et celle de leurs proches, de la communauté locale, qui ne sont pas du tout biomédicalisés ou bien qui le sont très peu. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'avais la grippe, ma mère ne se rendait pas à la pharmacie, il n'y avait pas de pharmacie. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de pharmacie dans ma communauté rurale natale. Mais que faisait ma mère? Eh bien, ma mère allait dans la nature, elle cueillait des plantes, une plante qui s'appelle dérapée, en créole, c'est-à-dire c'est une plante dont les propriétés antigrippales sont avérées. Et bien voilà, dès qu'on me donne une décoction de dérapée, la grippe disparaît en quelques jours, si vous voulez, en étant très record. Donc, il y a d'autres plantes, voilà, d'autres plantes et d'autres remèdes, je dirais, et d'autres thérapies, d'autres phytothérapies que ma mère utilisait, voilà, pour me soigner quand j'étais malade. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu ces savoirs à cause de la mondialisation. À cause de la mondialisation, on importe tout. Donc, c'est les médicaments, notamment chimiques, qui font disparaître ces savoirs. Or, et même en France, par exemple, les angines, on utilisait des plantes pour soigner les angines. Je dis non. Donc, je pense qu'il faut démondialiser. Or, les acteurs locaux sont des gens qui participent à la démondialisation du monde. Et en participant à cette démondialisation, ils participent à la conservation de la nature et de la planète. Merci, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi les panélistes aimerait poursuivre sur cette question? Je pense qu'elle concerne à peu près tout le monde. Hein? Non, ça, OK. OK, alors on pourra y revenir plus tard. On va continuer dans les questions. Une question pour Rosalie, ici. Excuse la prononciation. OK, les Badjenugos, comme les nombreux agents de santé communautaire qui sont majoritairement des femmes, ont un rôle important dans la santé communautaire, c'est indéniable. Toutefois, leur rôle et responsabilité reposent sur le bénévolat, comme c'était normal, car les femmes s'occupent et se préoccupent naturellement, entre guillemets, de la famille et de la communauté. Un regard critique sur ce bénévolat systémique est-il un regard trop occidental? Intéressante question, Rosalie. Oui, ça reste une question, d'autant plus qu'actuellement, aujourd'hui, sur l'actualité sénégalaise, c'est comment motiver ces Badjenugos-là. C'est vrai qu'elles sont parties au début donc de reconnaissance symbolique. Le travail qu'elles faisaient était apprécié, valorisé par autant pour la communauté, mais également par le système de santé où tout le monde a dit qu'elles ont fait du bon travail.
Et du coup, il y a juste un an, donc sous l'engouement avec tout ce qu'elles ont eu à faire, le président a posé la question importante aujourd'hui de réfléchir sur un modèle de valorisation, un modèle de motivation de ces Bajenu Gox. C'est une question importante, mais également la question du président parce que les Bajenu Gox demeurent des actrices communautaires et au même titre que d'autres acteurs communautaires. Donc, on ne peut pas aujourd'hui motiver les Bajenu Gox sans motiver les autres acteurs communautaires. Mais il est indéniable aujourd'hui que le travail qu'elles abattent, en tout cas dans la société sénégalaise, elle est reconnue, valorisée et tout. Et nous, notre travail qu'on a fait avec un projet Bajenu Gox financé par le CRDI, on est parti avec une motivation sous forme d'AGR. Cette motivation a été documentée, on a eu des résultats. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il va falloir faire un travail beaucoup plus approfondi par rapport aux différentes formes de motivation, voir quelle forme de motivation aujourd'hui donner à ces Bajenu Gox. L'autre aspect également, c'est qu'il y a certains qui ont parlé de rémunération. Mais le problème, si on les rémunère tous les mois, ce ne sera plus comme avant. Je pense que l'aspect travail des Bajenu Gox va perdre de son aspect symbolique important. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les motiver, bien sûr, mais il va falloir vraiment trouver d'autres formes qui vont sans pour autant donc gêner cet aspect important qui était là donc sous la forme de bénévolat, de reconnaissance sociale, de reconnaissance symbolique, etc. Merci beaucoup, Rosalie. Maintenant, on va passer à une question de Sarah Chaput du RIFI, qui a une question pour Carmela et pour l'équipe de Mélanie, Karine et Chantal. Dans les deux cas, quels sont les plus grands défis de la co-construction et quels moyens sont utilisés pour surmonter ces défis? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, plus spécifiquement pour Carmela, sur le plan technique, des ressources humaines surtout, comment est-ce que le dispositif fonctionne? Alors, qui veut commencer? Carmela, peut-être? Donc, comment s'assurer, on va dire, de la réelle participation des enseignants et de la réelle contribution donc, de tous les acteurs. C'est un travail évidemment donc, de proximité, de communication à différentes échelles, au niveau des écoles, au niveau des directeurs, mais aussi au niveau de nos institutions. Et quand tout à l'heure vous parliez des bailleurs et des éléments apportés, notre travail d'évaluation et de retour sur l'implantation du dispositif va participer évidemment à leur adhésion et poursuivre le soutien. La deuxième question, c'était l'organisation. On est sur un travail, on va dire, avec une cellule équipe projet, comme dans tout projet de ce type, mais effectivement dans lequel on va intégrer donc, des gens qui vont venir de différentes disciplines, de différentes communautés. Moi, j'en fais partie, c'est ainsi que je suis rentrée dans ce dispositif, où effectivement, on va avoir des chercheurs qui vont apporter des connaissances et l'actualisation des partages de connaissances sur le sujet sur lequel nous travaillons, mais évidemment aussi travailler avec des acteurs locaux. Et donc, parmi eux, donc, nous sommes 3 doctorants, par exemple, qui sommes de Nouvelle-Calédonie et issus de la santé et de l'éducation. Voilà, donc l'équipe projet, elle se compose voilà, de ces équipes-là. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il intervient aussi sur les écoles publiques et privées et que donc, du coup, nous avons aussi des acteurs qui se forment à ces questions et qui s'actualisent et qui participent au projet, qui sont aussi du domaine de l'enseignement privé, par exemple. Voilà, notre méthode. Merci beaucoup, Carmela. Mélanie et Karine, vous voulez prendre la question, la première partie. Quels sont les plus grands défis de la co-construction et quels sont les moyens utilisés pour surmonter ces défis? Je pense qu'il y en a quelques-uns. Hein? Alors, ben oui, les difficultés de la co-construction, je vous dirais, on a eu à faire la co-construction d'un programme, entre autres, de santé mentale. Puis, tu sais, ce qu'on a constaté, c'est vraiment hein,
la nécessité de préparation, de planification, alors que chez nos Autochtones, il y a beaucoup besoin d'adaptation autour de cette clientèle. Alors, on va ressentir de la frustration de la part de nos professionnels. On a ressenti de l'inquiétude, ça génère du stress chez les professionnels. Tout ça, mais ce qu'on disait, c'est le plus grand défi, c'est de ne pas perdre contact, ne pas perdre la communication, de bien se parler, pour pouvoir avancer malgré ces tensions-là, parce que souvent, moi, je dis souvent, je suis moi-même autochtone, puis, on a vécu les conséquences intergénérationnelles des pensionnats, on a vécu cette insécurité-là, alors ça transparaît aussi dans nos moyens de communication. Alors, je suis une personne aussi pas facile avec qui on va travailler, puis, je tiens à mes points. Puis la même chose, le milieu public là, va tenir à ce professionnalisme-là aussi, va tenir à ce que ça soit fait convenablement en fonction des, on va dire, pas des codes d'éthique, mais bref, en toute la législation autour des services, là. Donc, chacun, on tient à nos points, mais c'est ça, il faut s'assurer de conserver la communication pour poursuivre le travail, là. Puis, voyez-vous, on a réalisé pour la première fois ce programme-là entre le 7 et le 10 novembre dernier, et on va présenter cette initiative-là lors du Forum sur la sécurisation culturelle, qui est vraiment l'expérience vécue entre les deux partenaires. C'est ça qui, il faut garder en tête l'objectif final qu'on vise de rendre ces services-là accessibles à la clientèle autochtone et favoriser vraiment l'amélioration des conditions de vie des Autochtones. Quand on se fixe sur l'objectif, ben, on dépasse là, tous les petits conflits, toutes les insécurités de chacun, puis on va vers notre objectif commun. Oui, merci. Et puis, je pense aussi que quand on parle de communication, on parle aussi de communication entre les différentes communautés autochtones. Vous êtes à Tikamek et vous travaillez avec les différentes communautés. Et puis là aussi, ça demande des façons de gérer les dialogues et les communications. Donc, c'est un grand travail. Merci beaucoup, Mélanie. Ici... je voulais... Carole? Oui, Karine, c'est correct. Voir l'autre perspective. Donc, notre côté à nous, j'ai vécu deux co-créations. Okay. Avec entre 10 et 70 personnes, selon les situations. Et je dirais effectivement, comme tu dis, Mélanie, c'est vrai, c'est toute l'adaptation, hein, mais c'est aussi individuel. C'est pas seulement communautaire ou culturel, mais c'est aussi individuel. On oublie parfois que, on peut être plus proche de quelqu'un qui vient d'une autre culture, étonnamment, hein, que de certaines personnes de notre propre culture à nous. Nous, les défis qu'on voyait, en fait, c'est le temps. C'est quand on a des cadres rigides, donc des échéanciers, des objectifs à atteindre dans un temps avec des mesures définies, etc. Si on veut un co-construire, ben, c'est le temps. Parce qu'il faut le temps justement de se parler, de se comprendre, de trouver l'équilibre. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est de composer avec ça. Et je sors de 2 années justement sur la double perspective, le double regard. On n'a pas fini encore. À chaque fois, justement, on devait finir il y a 1 an. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. Expliquez brièvement, je pense, le concept de regard. Double regard, c'est ça. Le double regard, ça vient en fait de la santé intégrative en Nouvelle-Écosse. Donc, on a des aînés autochtones qui sont Mi'kmaq qui voulaient repositionner en fait la santé autochtone dans un contexte de santé ce qu'on appelle traditionnelle, occidentale, canadienne, enfin en tout cas. Et en fait, ils sont venus à l'idée que pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une double vision. Donc, il faut que chacun... C'est pas une double vision ou double regard, c'est que ce double regard soit posé sur la même chose, sur la même situation ou la même connaissance, et de voir en fait comment on peut la composer, on peut la travailler ensemble.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de littérature sur cette possibilité-là de travailler ensemble, donc c'est co-construire finalement. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'illustrations. Donc, comment on le fait? Donc, on a fait ces illustrations-là. On est sur 8 exemples de co-construction, 4 génériques. Nous, on appelle génériques, c'est-à-dire qu'ils pourraient être réalisés partout, puis 4 spécifiquement en santé. Et donc, ça a nécessité beaucoup de discussions, d'échanges pour savoir en fait qui, tu sais, c'est ça, c'est que si tu retires ce rapport de pouvoir et que tu poses d'emblée que tout le monde est égal dès le départ, ta posture, normalement, elle reste, tu sais, c'est pas un enjeu. On s'est rendu compte après 2 ans, ça n'était pas un enjeu. L'enjeu, c'est le temps. C'est de pouvoir se comprendre, de pouvoir voir aussi quels sont vraiment les défis, tu sais, qu'il peut y avoir dans une façon de faire versus une autre. Et puis d'essayer de composer avec ces cadres qui parfois peuvent être rigides. Et donc de trouver une façon de pouvoir travailler ensemble malgré, tu sais, ce système-là. Donc, c'est plutôt ça. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est très intéressant la notion de décolonisation ou de double regard, c'est de revenir sur ces cadres et de dire est-ce que ces cadres finalement permettent ou non, ou jusqu'où ils peuvent nous permettre, il en faut, on s'entend, hein, sinon ça devient difficile de s'entendre sur quelque chose si on n'en a pas, mais c'est de voir comment on peut les rendre plus flexibles pour justement arriver à cette co-construction. Merci, merci Karine. On va passer maintenant à une question pour Aubrian. Pendant les entretiens individuels et de groupe, comment procédez-vous pour ressortir en accord avec les matrones les points à pérenniser et quelles mesures prenez-vous pour diminuer les pratiques à haut risque exercées par ces matrones? Bon, on va parler d'abord des bonnes pratiques, des pratiques positives. L'atelier de dialogue, c'est réunir un ensemble de matrones qui viennent de communautés différentes ou bien de communautés avoisinantes. Mais ces femmes ont développé un savoir expérientiel sur la grossesse et sur l'accouchement. Mais ces femmes sont également des agricultrices traditionnelles parce qu'elles cultivent la terre, elles pratiquent l'agriculture, elles sont dans des pratiques agroécologiques, ouais. Elles pratiquent l'agriculture vivrière, l'agriculture de subsistance, parce que dans ces communautés, je dirais, reléguées aux oubliettes, et il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'activité économique est très faible, les gens sont obligés, voilà, de se prendre en charge, de s'auto-gérer. Alors, lors de l'atelier de dialogue local, qui porte par exemple sur l'accouchement, alors il y a des comportements qu'il faut renforcer, qu'il faut reproduire, des savoirs qu'il faut partager, qu'il faut transmettre aux générations actuelles et futures, mais il y a aussi des comportements qui me paraissent, par exemple, qui ne me paraissent pas trop positifs, c'est-à-dire des comportements qu'il faudrait abandonner. Alors, parlons maintenant des comportements positifs. Par exemple, après l'accouchement, après la section du cordon ombilical, donc le reste du cordon, par exemple, les matrones demandent aux parents de l'enfant, au père, de planter le reste du cordon avec un arbre fruitier, un manguier, cocotier. Donc, en agissant ainsi, les matrones, voilà, participent à la conservation de la nature. En 2020, j'ai été dans la communauté rurale natale de ma mère. J'ai visité une matrone, elle a dit, cet arbre, c'est mon premier fils. Cet arbre a été planté avec le cordon ombilical de mon premier fils. Celui-là a été planté avec le cordon ombilical de ma fille, etc. Donc, autour de sa maison, il y a des arbres fruitiers. Ça a attiré mon attention. Donc, c'est un geste intéressant, écologique, le fait de planter le reste du cordon ombilical avec un arbre. Et puis, les matrones conseillent aux femmes, par exemple, de mettre leur bébé au sein après la naissance. Parce que dans les communautés rurales appauvries, matériellement appauvries, il n'y a pas de formule lactée, il n'y a pas de lait industriel, de lait chimique. Donc, les femmes sont obligées d'allaiter leur bébé au sein. L'allaitement est une norme. Et une femme qui n'allaite pas son enfant
va se faire traiter de loup-garou, de sorcière. C'est-à-dire la femme est obligée d'allaiter son enfant. Il y a une pression sociale communautaire qui fait que cette femme ne saurait échapper à cette norme. Donc, et on sait que le premier lait est important parce que le premier lait participe non seulement à la construction du système immunitaire de l'enfant, mais également au développement de son intelligence et à la prévention des maladies diarrhéiques provoquées par des bactéries, etc., par des virus. Donc, c'est-à-dire, et puis l'allaitement, non seulement fait du bien à l'enfant, mais également entretient la santé maternelle. C'est-à-dire, si tu veux prévenir les cancers du sein, le cancer de l'ovaire, il faut allaiter ton enfant. Il faut obéir à la nature. C'est bien de ne pas allaiter, mais c'est mieux, il faut allaiter parce que l'allaitement est important. Donc, cependant, il y a un comportement que j'ai observé. Les matrones pensent que certaines matrones pensent que durant les premiers jours de l'accouchement, il n'y a pas de lait dans le sein. Il faut attendre. J'ai dit non, il faut demander aux femmes d'allaiter tout de suite. Il y en a qui demandent aux femmes d'allaiter tout de suite, mais les femmes disent, voilà, je n'ai pas de lait. Parce que chez les femmes, il y a ce qu'on appelle un sentiment d'insuffisance lactée. Et le syndrome d'insuffisance lactée, les femmes pensent qu'il n'y a pas de lait, mais il y a du lait. Si le lait est clair, je dirais peut-être comme le dérange, je ne sais pas, si le lait n'est pas trop concentré, mais c'est quand même du lait. Et c'est ce lait-là, ça s'appelle le colostrum, qui participe à la construction du système immunitaire de l'enfant. Donc, j'ai dit à ma matrone, même si la femme dit qu'elle n'a pas de lait, il faut l'encourager à allaiter son enfant. Donc, je les ai encouragés, je les encourage, présent d'habitude, à demander aux femmes d'allaiter leur enfant, voilà, après la naissance. Et puis, autre comportement, il y a un comportement un peu risqué, par exemple, les matrones sont des femmes religieuses, très spirituelles, qui utilisent des prières, des prières, des recettes magiques, voilà. Mais le pouvoir guérisseur de la prière ne fonctionne pas toujours. Parfois, ça marche parce que les matrones partagent avec les femmes un système de connaissances, un système de savoir et de vision du monde qui fait que ça marche d'une manière générale. Mais ça ne marche pas toujours. Et quand ça ne marche pas, et voilà, il faut collaborer avec les spécialistes de la médecine, les professionnels de la médecine, par exemple, en envoyant la femme qui a du mal à accoucher, la femme de l'accouchement en retard, en envoyant à l'hôpital. Il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas. Donc, c'est important, voilà, de discuter de l'accouchement avec sa femme, de partager. Non, il ne s'agit pas de récupérer le savoir, de collecter le savoir, mais il faut également partager nos savoirs avec ces femmes. C'est ce que je fais lors des ateliers du dialogue local. Merci. Merci beaucoup Aubryan. Maintenant, on arrive à la fin du webinaire. On avait encore des questions, dont une à Rosalie, mais le temps nous échappe, donc on doit arrêter. Merci beaucoup pour ces échanges fort intéressants. Je voudrais remercier la chaire UNESCO, Santé Éducation et le REFI pour nous avoir donné cette opportunité. Évidemment, tous les panélistes, Carmela, Karine, Rosalie, Mélanie, Aubryan, un grand merci à tous et à toutes, et à Chantal qui n'a pas pu se joindre à nous, et bien sûr à Rosalie. Merci à tous les participants et à vos questions. Et on espère vous retrouver au prochain webinaire de la série qui devrait se tenir le 22 mars. Vous allez recevoir les informations sur le sujet au début de l'année prochaine. Alors, merci à tous encore et au revoir.